Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Xavier Bompin du Centre d'apprentissage parallèle. Il parle avec moi de l'événement Moi-même sans autoportrait. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, Mission des prescriptions. Nous avons également notre collaboratrice, Catherine Stassin, qui fait place aux émotions. Bienvenue à Folie douce. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille maintenant mon invité, M. Xavier Bompin. Bonjour, M. Bompin. Bonjour, M. Bugeaud. Bonjour, alors bienvenue à l'émission Folie douce en studio cette fois-ci. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était par téléphone, alors c'est toujours plus agréable de se voir en studio. Vous êtes directeur du Centre d'apprentissage parallèle de Montréal, un organisme qui existe depuis très longtemps sur Saint-Laurent, qui fait des belles choses. D'abord, peut-être nous situer ce que c'est le CAP, finalement, comme communément appelé. Alors, le Centre d'apprentissage parallèle de Montréal, c'est une ressource alternative en santé mentale qui a vu le jour il y a bientôt 40 ans. Wow, quand même. À l'époque de la désinstitutionnalisation. Oui, une grande période où il y a eu beaucoup de créativité d'organismes et de création, en fait, d'organismes. Exactement, et vous parlez de créativité, mais c'est tout à fait l'ADN de cet organisme-là, puisqu'il a été fondé par un art-thérapeute, une artiste et une femme artisan en tissage. Oui. Donc, la créativité, c'est vraiment notre ADN depuis le début. Et puis, on continue la route depuis. Est-ce que c'était dans un autre local, je pense? Parce que ça fait longtemps que vous êtes sur Saint-Laurent, un peu au sud de Saint-Joseph, mais il me semble que vous étiez ailleurs au tout début, parce que ça fait quand même des années. Là, mais on était même allé le visiter, l'organisme, là, à une certaine époque. Là. Alors, moi, je n'étais pas là c'est ça, à l'époque, bien sûr. Mais au tout début, je pense qu'il y a eu un local qui était pas loin de Saint-Laurent, mais un petit peu plus au sud. Mais ça fait presque 40 ans qu'on est au 48-65 boulevard Saint-Laurent. Il faut dire que vous êtes très bien situé. Les gens qui connaissent Montréal, de l'autre côté de la rue, l'Espace Go, c'est un secteur qui est quand même... il se passe quelque chose, on sent de l'énergie dans ce secteur-là. Alors, je pense que vous avez comme le secteur... tout indiqué pour ça. Les gens qui vous parlez quand même que ça fait 40 ans, donc il y a eu des gens qui ont passé, il y a des gens qui vont participer. Qu'est-ce qu'on y retrouve comme activité? Qu'est-ce que les gens font? Bien sûr de l'art, mais quelle sorte d'art? Alors, on peut y faire toutes sortes d'arts, l'expression artistique étant au cœur, évidemment, des services qu'on propose. Et ce qui nous intéresse, c'est le projet artistique. C'est pas uniquement le fait de s'exprimer avec l'art et de s'autoriser à être créatif, mais c'est vraiment d'essayer de bâtir un projet artistique. On accompagne les gens dans toutes les étapes du processus de création, qui soit artistique ou artisanal, finalement. Oui, puis effectivement, il y a du tissage qu'on ne retrouve pas tant que ça, puis c'est beau, du tissage. Écoute, un métier à tisser, c'est quelque chose. C'est un bel instrument ou un bel outil, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est quand même unique, là. Absolument, on fait beaucoup visiter l'organisme, puisqu'on est très ouvert et inclusif, et les gens qui arrivent dans ce local, qui n'a pas changé ou quasiment pas depuis 40 ans, ouvrent toujours des yeux émerveillés, parce que ce sont encore des vieux Leclerc, des vieux métiers artistiques qui fonctionnent encore très 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 bien, et on continue effectivement cette belle activité. Puis une anecdote, quand on était allé faire une émission de télé il y a très longtemps, à la fin des années 90, il y a un participant qui nous disait, à l'époque, on avait comme des compétitions entre les participants pour tisser le plus vite possible, là, ils s'amusaient en même temps, c'était un genre de saine compétition. Alors c'est beau de voir que oui, de l'art-thérapie, on sort le méchant, on sort des émotions, tout ça, mais il y a aussi peut-être la camaraderie qui se crée, il y a une vie d'organisme là, qui se crée à travers les gens. Là. Il y a une vie communautaire, bien sûr, alors qui est un tout petit peu mise entre parenthèses, mais pas totalement avec la pandémie, bien sûr, mais vous parliez de jouer et de s'amuser, et ça, c'est quelque chose qui est très, très important chez nous. Parce que les personnes qu'on reçoit vivent évidemment des drames. On en vit tous, mais eux sont encore plus fragiles que l'équipe qui leur apporte un soin et un accompagnement. Donc, si on devait vivre dans le drame quotidiennement, ce serait pas possible. On ne pourrait pas en sortir. Donc, on essaie de mettre en place des structures et des ambiances qui soient plutôt assez légères, détendues et voire souvent humoristiques. Et voilà, on a du recul finalement. On essaye d'avoir du recul par rapport à ce drame-là, et on a l'impression que c'est pas simplement le fait de positiver pour positiver, mais que d'essayer d'installer un climat qui soit plus détendu, ludique et distancé par rapport au drame que vivent les gens, finalement ça tire tout le monde vers le haut.
Et tous les participants peuvent venir à peu près de partout dans la région de Montréal. Là. Vous n'êtes pas confinés à une région. Là. Non, absolument. Oh, et c'est le Grand Montréal. Il y a même des gens de Longueuil ou de Laval ou de l'extérieur. Et les critères, c'est quoi? C'est d'avoir un diagnostic en santé mentale ou pas nécessairement? Pas nécessairement. On a plusieurs types de programmes, mais dans certains programmes sont très inclusifs. Et on n'a pas besoin nécessairement d'avoir une problématique en santé mentale, puisqu'on offre des services à la communauté. Alors, on n'est pas exclusif. Bien sûr, c'est prioritaire pour la personne qui a un problème de santé mentale. Mais j'allais dire, qui n'a pas cette interrogation aujourd'hui de se dire « Oh, est-ce que je me sens vraiment bien? Est-ce que j'aurais pas peut-être besoin d'aller faire un petit peu quelque chose, de m'occuper de moi, d'aller faire de la création quelque part? » Alors, voilà. Alors, vous êtes très ouvert. Ouais. J'aimerais qu'on parle d'un événement super important qui connaît un grand succès. Bien sûr, l'événement s'appelle « Moi-même », sans autoportrait, donc pour la cause du Centre d'apprentissage parallèle. Qu'est-ce que c'est cet événement? Parce qu'il y a quand même plusieurs éditions qui ont déjà eu lieu depuis plusieurs années. Écoutez, on doit être rendu, la dernière édition, c'était la 8e édition. Oui. Donc, c'est un événement qui consiste en fait à faire réaliser un autoportrait, donc un portrait de soi-même par des personnalités québécoises, montréalaises, voire pan-canadiennes. Ce qu'on appelle un selfie, là, en bon français. Là, un autoportrait, qui est le vrai terme. Exactement. Ouais. Sauf qu'un selfie avec un téléphone, on le prend en une demi-seconde. Puis un autoportrait, c'est un petit peu plus élaboré. Il faut un petit peu plus de temps pour le réaliser, pour le faire. Donc, et on est très heureux de la réussite de cet événement, puisque d'année en année, grâce à la générosité et à la participation de plus en plus de monde, on arrive à lever des fonds de plus en plus importants. Donc, c'est un événement qui est bien installé maintenant. Donc, les gens connus qui dans différents secteurs prennent un autoportrait d'eux et il se passe quoi? Ensuite, les gens, on peuvent acheter cet autoportrait ou comment vous ramassez les fonds? C'est ça. Ils nous offrent leur autoportrait, peut-être une photo travaillée, qui peut être une peinture. Il y a même eu quelquefois des sculptures, un collage, enfin une œuvre d'art plastique finalement sur format unique. Et que la personne nous offre, et puis on fait un encan avec ça, et on essaie que ça parte le plus haut possible. Et avez-vous des noms de gens qui ont participé? Parce qu'il y a quand même, on sent qu'il y a une sympathie pour votre cause. Alors écoutez, oui, en premier lieu, je pense tout de suite à Louise Forestier, parce que c'est notre porte-parole depuis maintenant 7 ans, mais on a eu Kim Thuy, Annick Bissonnette, Robert Charlebois, Robert Lepage, René de Rouen, beaucoup de grands artistes, Marc Séguin, enfin, là, j'en ai plus d'autres en tête, mais il y en a eu beaucoup depuis 8 ans. Je pense qu'on doit être rendu à plus de 600 artistes qui ont participé. Donc, Parce que la réalité, c'est ça aussi. Dans les organismes, vous êtes considéré comme un organisme communautaire, vous avez certaines subventions, mais vous devez aussi vous autofinancer. Donc, comment est venue, c'est quoi un peu l'histoire, ou en tout cas, comment est venue la genèse, si on veut, de cet événement-là qui connaît du succès? Comment vous avez pu accoucher de ça à un moment donné? Là? L'autoportrait, c'est quelque chose qui se pratique souvent en art-thérapie. La connaissance de soi, faire un petit bilan personnel, essayer de voir un peu quelles sont nos forces, nos faiblesses, etc. Puis on l'a beaucoup pratiqué en art plastique dans tous nos ateliers, qu'ils soient des ateliers d'expression artistique ou d'employabilité. Puis un jour, nous est venue l'idée pour les 25 ans du CAP, d'en faire un événement un petit peu plus structuré. Donc, on a fait faire à tous les membres de la communauté un autoportrait. Et puis, l'année d'après, on s'est dit, mais après tout, pourquoi pas en faire une levée de fonds plutôt que de faire une traditionnelle souper spaghetti, ces choses-là. Voilà. C'est un peu plus original. Là. Exactement. Puis, on s'est dit, on va le faire cette année, puis on verra bien l'année prochaine. Puis voilà, on est rendu bientôt à la 9e année de cet événement-là. Donc, on est très, très fiers et très heureux. Et c'est intéressant d'innover quelque chose comme ça, comme vous dites. Il y a tellement il faut juste se creuser un peu, des fois, les méninges, puis de faire des tempêtes d'idées, comme on dit, pour sortir le bien. Puis est-ce que j'imagine que oui, les participants, prennent part, sont vraiment partie prenante de votre organisme, que ce soit dans les décisions, dans le CA, ces choses-là, j'imagine. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, oui, on a des participants sur le conseil d'administration, absolument. Et puis des comités aussi internes, comités sociaux, des comités qui réfléchissent un petit peu à la qualité des services qu'on peut offrir. Donc on est très, très à l'écoute, bien sûr, puisqu'on est centré sur les besoins de notre clientèle. Oui, et puis donc ça doit refléter ça. Est-ce qu'il y a des membres qui sont là depuis presque les débuts? Peut-être pas les débuts, parce qu'il faudrait quand même qu'ils soient rentrés jeunes là, pour y avoir participé. Mais est-ce qu'il y a des gens de longue date qui sont là comme participants, c'est-à-dire qui s'impliquent ou qui donnent de leur temps? Okay. Oui, certains sont là depuis un certain nombre d'années, mais je vous dirais qu'un de nos gros partenaires, c'est Service Québec. Et les programmes qu'on a avec Service Québec, puisqu'on est quand même un organisme d'employabilité, il y a une limite de 5 années.
OK. Alors, ceux qui viennent depuis plus longtemps, c'est ceux qui payent, pas très très cher, mais un petit atelier pour venir travailler chez nous, et qui, ou alors ils partent, puis ils reviennent plusieurs années après. Et Ils se requalifient peut-être pour un programme ou quoi que ce soit. Voilà, ça peut être ça, ou simplement parce qu'ils ont eu beaucoup de fun à venir travailler chez nous, puis que plusieurs années après un parcours de vie, comme on a tous, ils décident de revenir travailler un petit peu. Mais... Donc, il y a des programmes. Ça, quelqu'un qui voudrait, sur un certain nombre d'années, c'est quand même intéressant. Là. C'est pas un programme de 6 mois, puis après ça, on est dehors. Là. C'est qu'on a le temps de s'intégrer, de prendre une expérience de travail, quoi, puis dans le but éventuellement de retourner sur le marché du travail ou de trouver sa voie là, par l'art. Pas nécessairement dans le domaine de l'art, mais via l'art, de trouver sa voie. Là. Exactement. L'art est clairement un outil pour nous. On n'est pas une école d'art. On ne donne pas un diplôme ni en tissage, ni en peinture, ni en sculpture, ni en musique, puisqu'on fait aussi de la musique et de la danse. Enfin, on fait beaucoup de choses, principalement des arts plastiques, mais aussi musique, danse. Mais on a aussi des programmes qui sont très courts. Vous parliez de 6 mois. Oui, le programme d'employabilité en tant que tel dure 6 mois. OK. Mais on a 2 autres programmes qui sont un petit peu plus longs. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, puis des programmes qui sont pour les personnes qui sont encore plus éloignées de l'emploi ou du retour aux études, ça peut être jusqu'à 5 ans. Et les gens qui veulent participer à ça, comment on fonctionne? Ils fonctionnent par leur centre d'emploi ou comment ou ils peuvent vous contacter pour avoir de l'info? Comment ça fonctionne? Alors, ils peuvent passer nous voir directement, nous contacter directement. Ils peuvent être référés par leur centre local d'emploi ou référés par une clinique ou un hôpital ou un psychiatre ou un ami. Oui, il y a des services, c'est ça qui est une bonne nouvelle. Je trouve que les gens, quand on parle de personnes qui ont des problèmes de santé mentale, c'est pas des personnes qui sont pas actives, au contraire, on le voit, là, vous avez des activités super stimulantes puis qui donnent peut-être le goût et la discipline aux gens de pouvoir s'organiser pour se refaire un peu, améliorer leur vie. Je pourrais dire pas refaire leur vie, c'est la même vie. Donc, c'est pas si connu, puis c'est intéressant que vous en parliez ici à l'émission. Là. Oui, je crois qu'il faut en parler, on en parle de mieux en mieux et de plus en plus. Il y a quelque chose sur lequel on met beaucoup l'accent, c'est de déstigmatiser, parce que finalement, pour nous, que quelqu'un ait un problème d'arthrose ou qu'il ait mal aux pieds ou qu'il ait mal à la tête, ça change rien, c'est avant tout une personne qu'on essaye d'aider et d'accompagner. C'est pour ça qu'un diagnostic n'est pas du tout obligatoire pour venir travailler au CAP et venir suivre des ateliers. C'est encore très tabou, c'est sûr que la santé mentale, en théorie, c'est beau, mais il y a personne qui est contre la stigmatisation et tout ça, mais dans les faits, des fois, c'est pas toujours aussi facile. Il faut continuellement, je pense, dédramatiser, déstigmatiser, etc. Donc, avant de terminer, M. Bonpin, ce serait intéressant de mentionner les infos, justement, comment les gens peuvent en savoir plus, puis quand on veut s'informer sur l'événement, entre autres, moi-même, là, sans autoportrait, qui revient chaque année, à peu près au mois de mai, je pense, à chaque année. À chaque année au mois de mai, dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale. Oui. Donc, qui est la première semaine de mai. Oui, puis donc, comment est-ce qu'on cherche quoi, ou est-ce que vous êtes présent un peu, j'imagine, partout, site web, réseaux sociaux? On a un site web et on a des réseaux, on est très présent sur les réseaux sociaux. Donc, le CAP, Centre d'apprentissage parallèle, atelierducap.org, ça c'est le site internet, et puis le CAP, Centre d'apprentissage parallèle, ça c'est le Facebook, et puis le Twitter, et on est aussi sur LinkedIn. Peut-être l'Instagram aussi. Et Instagram vous avez également. Tellement de belles choses, j'imagine, c'est beau à montrer là, avec des images. Merci beaucoup donc d'avoir été des nôtres, M. Xavier Bonpin, vous êtes directeur donc, du Centre d'apprentissage parallèle de Montréal. Merci, puis bonne continuation. Ça fait très plaisir, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Vous avez manqué votre émission préférée? Faites du rattrapage via le site web de Folie Douce, antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, mission déprescription. Oui, un mot que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert sur l'Internet. Oui, c'est un article qui porte ce titre et c'est sous-titré « Prenons-nous trop de médicaments ». Ouais. Autrement dit, des prescriptions de notre vie, là, ou quelque chose du genre. Là. Sortons les prescriptions. Exactement. Ouais. C'est d'après un article écrit par Mme Nathalie Kinard, qui est auteure pour Québec Science. J'ai pris ça sur le site contact.ulaval, donc de l'Université Laval.ca. Avant de commencer, je pense qu'on est tous portés à penser qu'on consomme trop.
Mais c'est un fait qu'on consomme beaucoup plus que par le passé. Mais la société, peut-être pas personnellement, toi puis moi, mais effectivement, la société consomme plus de médicaments, je pense. Oui, ça c'est vrai, mais les opinions sont partagées à savoir si c'est un bien ou un mal. Ou encore dans quel domaine est-ce qu'on consomme trop, dans quelle région de la santé. Alors, Mme Kinard commence en disant, selon les dernières données de Statistique Canada, 41% des Canadiens de 6 à 79 ans avaient au moins une pilule sur ordonnance de façon régulière. 41%. Ouais. Madame Sandra Bélanger, qui est pharmacienne et chargée d'enseignement en pharmacie, nous dit « On remarque une augmentation du nombre de médicaments prescrits depuis une vingtaine d'années. » Quand on s'attarde au pilulier de chaque Canadien, on remarque qu'il est souvent bien garni. Jusqu'à 70% des 65 à 79 ans prennent plus de médicaments chaque jour. Un aîné sur 4 collectionnait même plus de 10 catégories de pilules dans son dossier pharmacologique en 2016. Ça, c'est selon l'Institut canadien d'information sur la santé. Pourquoi maintenant? Madame Caroline Sirois, qui est chercheuse à l'Université Laval, nous dit « Le personnel médical suit les lignes directrices et traite chaque maladie individuellement au lieu de regarder le portrait global. » C'est une des explications. Mais le phénomène de polymédication, ou si tu veux plusieurs prescription reflète aussi les avancées de la médecine, nous dit Mme Sandra Bélanger. D'abord, les gens sont davantage traités à domicile qu'en milieu hospitalier, ce qui fait augmenter le nombre de médicaments sur ordonnance pris à la maison. Également, on diagnostique et on soigne les maladies plus rapidement qu'avant, et le nombre de médicaments disponibles a explosé. Ça, c'est un fait à tenir compte aussi. Et il y a sûrement, je ne sais pas si tu en parles dans l'article, mais il y a sûrement du lobbying des pharmaceutiques, là, parce qu'il y a des gros intérêts financiers en arrière de ça. Oui, c'est un autre enjeu. Ouais. Également, on diagnostique et on soigne les maladies plus rapidement qu'avant. Et le nombre de médicaments disponibles a explosé. Oui. Par exemple, plusieurs nouveaux traitements pour l'asthme ont été mis sur le marché depuis 10 ans. Mme Caroline Sirois nous dit « On traite les maladies chroniques comme le diabète de façon plus combative. Qui plus est, on donne maintenant des médicaments pour prévenir plusieurs problèmes de santé comme l'ostéoporose et le cholestérol. On vit plus vieux aussi, et plus on vieillit, plus le corps se détériore, ce qui augmente le risque de maladies chroniques et toute la médication qui vient avec. Ainsi, toujours selon Statistique Canada, 83% des 65 à 79 ans prennent au moins un médicament sur ordonnance de manière régulière. Ainsi, alors que le taux est de 12% pour les 6 à 14 ans. Ça m'a surpris, moi, les 6 à 14 ans, 12%. Ben ça, il y a beaucoup d'écrits qui ont relaté ça, comme quoi ça avait beaucoup augmenté au niveau des jeunes, là, des jeunes enfants, effectivement. Mais toutes ces prescriptions de médicaments sont-elles appropriées et justifiées? Certaines oui, d'autres non. Les somnifères, notamment, sont particulièrement populaires, mais souvent non nécessaires. Madame France Légaré, qui est professeure en médecine familiale, nous dit « Les Québécois en consomment 3 fois plus que les autres Canadiens. La population âgée du Québec est particulièrement friande de ces pilules pour gérer les troubles de sommeil et l'anxiété. » M. Philippe Voyer, qui est professeur à la Faculté des sciences infirmières, nous dit « Jusqu'à 25% des aînés québécois en consomment régulièrement, comparativement à 10% dans les autres provinces et aux États-Unis. » Et fait inquiétant, ce qu'on appelle les benzodiazépines, qui incluent l'Ativan et certains antipsychotiques, font partie d'une liste de médicaments qui sont jugés parfois comme potentiellement inappropriés. 20% de la population âgée du Québec consommerait régulièrement de tels médicaments qui s'avèrent plus dangereux qu'utiles à cause de leurs effets secondaires. M. Philippe Voyer nous dit « Ces molécules devraient être prises temporairement. Par exemple, après 30 jours d'Ativan en continu, il n'y a plus vraiment d'effet médical important sur l'anxiété et le sommeil. La pilule devient alors un simple placebo. »
Et est-ce qu'on connaît assez, c'est sûr qu'il y a des conseils de pharmaciens, ces choses-là, mais est-ce que les gens sont vraiment au courant de tout ça? Parce que ça fait difficile, assez difficile à tout assimiler tout ça. Oui, hein? bien, Mme Kinard va en parler plus loin dans l'article. Oui, c'est un bon point que tu amènes. Monsieur Philippe Voyer nous dit « Nous savons maintenant que les personnes âgées se sentent plus mal que bien avec leurs multiples médicaments. Des études démontrent que lorsque des professionnels de la santé font équipe pour faire une déprescription judicieuse, on augmente la vigilance des aînés et leur capacité d'interagir avec leur entourage et on baisse le taux de mortalité. » On va poursuivre comme à notre habitude à l'Espresso allongé sur Mission Déprescription. On va en savoir plus, bien sûr, sur le sujet. Merci Pierre et demeurez des nôtres. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin est des nôtres cette semaine et fait place aux émotions. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet Mission Déprescription. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les. Nous y allons maintenant avec notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors aujourd'hui, ton sujet, place aux émotions. Oui. Il y a une multitude d'émotions, des bonnes et des moins bonnes, mais les émotions, ça meuble notre vie, ça c'est sûr. Et à quoi servent-elles, ces émotions? Oui, à quoi? Et pourquoi naissent-elles et comment? On va essayer d'examiner, de faire un petit peu un bref tour de la question. C'est rare qu'on s'arrête, on les vit, on les reçoit, on les expérimente, les émotions, mais c'est rare qu'on essaie de comprendre l'origine peut-être des émotions. Ces choses-là. En général, entre guillemets, on l'a subie. Oui. Alors, est-ce que tu peux penser à une émotion, quelque chose de fort que tu as vécu? Ça peut être de la peur, ça peut être autre chose. Est-ce que tu penses à quelque chose qui t'a affecté? Non, pas vraiment. Alors, je vais donner un exemple. Ouais. D'accord? Ça me vient pas comme ça. Alors, quand on ressent une émotion, souvent, c'est un peu n'importe quoi. On ne peut pas prévoir, d'accord? Bon, évidemment, quand on se rend un examen et qu'on a un peu le trac, c'est sûr, là, il y a toutes sortes d'émotions, etc. Mais je parle d'un ressenti suite à un fait ou une situation inattendue. Donc, les émotions, genre, la peur, la joie. Ça peut être de la souffrance. La honte, la souffrance, oui. Ces choses-là. Tout à fait, de la tristesse. Oui, de la tristesse. Alors, en fait, ce qui les caractérise, c'est qu'elles sont prenantes, d'accord? C'est qu'elles échappent à notre contrôle. Si moi, je suis en randonnée et je sais que je dois atteindre le refuge pour la nuit, d'accord? Je n'ai pas d'autre choix que de traverser la petite rivière. J'arrive devant une espèce de pont qui a plutôt l'air branlant. Franchement, le pont, je m'approche et je me dis, oh mon Dieu, déjà de loin, il n'a pas l'air terrible. Je me rapproche de près, il n'a pas l'air de mieux. Et pourtant, je sais que je dois le traverser parce que je dois aller au refuge avant la nuit. Ouais. Sinon, je n'ai pas de quoi la loger et puis voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que j'ai peur, d'accord? Quand j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? On a le cœur qui bat plus fort, d'accord? Donc, c'est des sensations physiologiques qui arrivent. Bon, en même temps, grâce à cette peur, je vais prendre une décision. Alors, je vais prendre une décision et dire, OK, les planches sont pas très fraîches, mais je peux peut-être poser mon pied à gauche, puis tout à fait à droite, sur le châssis principal, la charpente principale, je vais arriver à passer, ou peut-être que pas du tout, je fais mieux dans le fond de passer la nuit dehors en montagne. Il faut faire le choix. Qu'est-ce qui nous fait le plus peur? Voilà. Rester dans le noir toute la nuit, loin du refuge, ou de prendre une chance avec notre vie en traversant le pont? Donc, l'émotion nous fait prendre une décision. Oui, nous pousse, c'est ça. On n'a pas le choix. Ça nous pousse à cela. Et ça, c'est une constatation, une observation qu'a fait le neurologue Damasio, qui travaille à Harvard. OK? Alors, il fait d'autres observations également. Il fait cette première observation où on dit qu'on a besoin de nos émotions pour prendre certaines décisions. C'est un besoin vital. Quand je traverse ce petit pont, c'est peut-être pas totalement un besoin vital, mais certaines émotions nous poussent à prendre des décisions qui peuvent être éventuellement vitales. Ouais. D'accord? Donc, pour le neurologue,
sans les émotions, on ne peut pas se décider. Évidemment, c'est particulier à Antonio Damasio, ce neurologue. Et il y a un groupe de chercheurs qui est d'accord avec lui. Maintenant, il y a une deuxième observation aussi qui est intéressante. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'elle aura peut-être une influence sur la santé mentale et les traitements. Donc, la deuxième observation, c'est que un chercheur québécois qui est un disciple quand même de Damasio, c'est-à-dire qui est d'accord avec ses différentes thèses et ses observations, a décidé de poursuivre les recherches de Damasio et d'élaborer ici une expérience. Il a dit à un comédien québécois, eh bien, on va voir si, je vais observer ton cerveau à l'imagerie et je vais voir si, quand tu joues la tristesse, quand tu joues la joie, je vais réussir à voir des changements dans ton cerveau. Et évidemment, il voit des changements dans son cerveau. Mais ce qui est le plus important ici, c'est que les changements qu'il voit, c'est quoi? C'est une substance qui est un neurotransmetteur fondamental dans la guérison de la dépression ou le problème de la dépression, c'est qu'il y a un changement de niveau de sérotonine. C'est-à-dire que quand il dit à ce comédien, et il est mis face à des situations où il passe de la tristesse à la joie, le comédien lui-même va être capable de produire, de manière assez brève, plus de sérotonine qui peut être détectée à l'imagerie. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez ahurissant. Évidemment, c'est une observation qui est faite sur quelqu'un de totalement normal, entre guillemets, c'est-à-dire il ne souffre pas de dépression, il ne souffre pas d'autres maladies mentales. Donc, son circuit neuronal fonctionne normalement, il produit normalement de la sérotonine et il arrive à produire, en jouant, en se mettant dans ces émotions, lui-même un autre niveau supérieur de sérotonine. Alors ça, évidemment, c'est une découverte fondamentale parce que ça pourrait être utilisé évidemment pour soigner notamment la dépression où on remarque un bas niveau de sérotonine. Donc, c'est pour ça que les émotions, souvent, sont gelées parce que justement, peut-être que, comme tu dis, il y a un bas niveau de sérotonine. Puis... Il y a un bas niveau et puis même quand on donne de la médication, des fois, on essaye un peu de neutraliser trop d'émotions brusques. Du coup, la personne est un peu en mode neutre, comme en voiture, ce qui n'est pas l'idéal non plus pour se sentir vivant. Donc, en fait, ici, c'est quelque chose de très important. Et en même temps, c'est quelque chose qui est très contesté parce que lui, il dit donc, Damasio, qu'il faut apprendre nous-mêmes à nourrir nos bonnes émotions. Donc, évidemment, vous dites ça, un déprimé, profond, c'est impossible, c'est extrêmement difficile à faire. Je ne suis pas psychologue, mais je peux bien l'imaginer. C'est extrêmement difficile. Mais il estime toujours qu'il y a une possibilité de relever par nous-mêmes et d'apprendre à nourrir les bonnes émotions. Il faut d'abord les reconnaître. Comme on disait tantôt, c'est pas tous les jours qu'on se pose la question d'où vient l'émotion, puis quelle émotion je ressens. Souvent, ça aiderait beaucoup de gens d'être capable de mettre un nom sur l'émotion qu'ils ressentent pour être capable de mieux... en parler là, aux gens de son entourage. Exactement, mais ce n'est pas donné à tout le monde, je pense, d'arriver. Il faut déjà être dans une certaine phase de la dépression pour, comme on a vu dans une autre chronique, que le rire pouvait améliorer l'humeur et même l'humeur sur plusieurs heures. Donc, c'est sûr que là, il se passe quelque chose quand on regarde un film comique, même si on est déprimé. D'accord? Mais comme tu disais au début, je trouve que c'est quand même important parce que le constat de dire que l'émotion nous pousse à faire une action ou à décider quelque chose. Puis on n'a pas toujours conscience de ça, mais c'est effectivement le cas, je pense, dans la vie. S'il n'y avait pas d'émotion, on déciderait beaucoup moins. Et puis, c'était pas à la mode. Descartes et d'autres. Oui, c'est ancien philosophe. Oui, merci. Opposent la raison et le sentiment. Ils opposent raison et passion. Alors qu'ici, Damasio, et ça c'est fondamental, il dit que c'est les émotions et la raison, ils travaillent de concert, ils travaillent en binôme. Ça, c'est ce que lui affirme. Et donc, nos émotions, on doit les vivre et elles nous sont nécessaires pour avancer et prendre des décisions. Donc ça, c'est important à le savoir et donc il faut aller vivre ces émotions. Évidemment, ici, de nouveau, si vous sentez que ça prend des proportions qui ne sont pas
normal et qui dépasse le bien-être, vous allez consulter. Ouais. D'accord? Mais ici, vraiment, c'est un point de Damasio à souligner. C'est un binôme important que les émotions et la raison. Et c'est assez récent, ces constatations-là, autant de notre chercheur, M. Bourgard, je pense, que de l'Université de Montréal, que tu m'as... C'est récent. Damasio, il a sorti des ouvrages à partir de 2006 jusqu'à 2016 et encore aujourd'hui, au mois de mai dernier, où il réaffirme ces points de vue-là. Et l'expérience à l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas, elle date de 2017. Oui, quand même. 2017-2019. Des concepts qui sont quand même récents. Très récents. Très récents, oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet-là, mais je pense que c'était important de mentionner parce que souvent on nous dit, mais ne sois pas trop émotive, c'est important que tu puisses avoir toute ta raison pour prendre une décision, etc. Ouais. Mais de temps en temps, nos émotions nous poussent à prendre les bonnes décisions. Ouais. Je vous parlais de ce cas du ponton, mais il y a d'autres cas dans les expériences et j'invite tout le monde à aller, s'ils veulent savoir plus, aller emprunter ou acheter les livres de Antonio Damasio. C'est un chercheur portugais qui a immigré aux États-Unis, qui travaille pour Harvard. Et l'Université de Montréal travaille également pour développer des recherches avec eux comme d'autres universités. Et peut-être que nos émotions, justement, d'en prendre plus conscience, de réussir finalement à arriver à peut-être à mieux reconnaître les émotions puis à se rendre compte qu'elles font partie de nos décisions qu'on devra prendre, puis de plus les observer, puis plus en prendre conscience, parce que c'est vrai, on ne s'arrête pas trop longtemps, souvent, sur des émotions qu'on ressent. Mais, oui, on pourrait passer une journée et dire, je vais observer ce que je ressens aujourd'hui, que ce soit des émotions fortes ou pas fortes, et en quoi ça peut peut-être influencer des petites décisions qu'on va prendre. Tiens, s'il fait trop chaud, je me sens mal, je vais prendre le bus plutôt que de marcher. Des toutes petites choses comme ça. Mais ça serait intéressant d'examiner un petit peu comment on vit ça et à retenir vraiment, vivre aussi bien les émotions. Oui, la raison est importante. Oui, il faut raisonner pour prendre des décisions. Mais les émotions sont là aussi pour nous éclairer. Et en même temps, certains m'ont dit, mais c'est difficile de vivre constamment en essayant d'analyser les émotions qu'on sent. La vie est tellement rapide en plus parce que, tu sais, on peut avoir des centaines d'émotions là, dans un court laps de temps. Là. Oui, je ne dis pas à tout le monde qu'il faut aller analyser ses émotions comme ça parce que c'est sûr que c'est un travail un petit peu de fourmi, un peu fou quelque part. Faut pas être... Mais quelque chose qui revient souvent peut-être, c'est ça, c'est peut-être quelque chose qui... J'ai une grande peur. Oui, pourquoi j'ai une grande peur la tristesse, et en quoi j'écoute mon émotion ou en quoi j'écoute ma raison. Oui, puis c'est souvent le conseil qu'on donne aux gens, tu sais, parce que souvent il arrive des conflits entre les personnes parce que les gens n'ont pas été capables de nommer l'émotion qu'ils ont sentie face à une autre personne. Sur papier, c'est beau, tout ça. Des fois, c'est pas facile dans la réalité de dire ça, mais c'est souvent le début d'être capable d'expliquer ce qu'on ressent, en mentionnant les émotions, en mettant le focus là-dessus. Ça aide beaucoup, des fois, à l'autre personne de comprendre comment on se sent. Oui, pour beaucoup de raisons. On n'ose pas toujours parler en face. Oui. Et puis, des fois, quand on écrit, on structure mieux sa pensée et puis on peut un peu identifier les émotions. En effet, c'est un bon truc. Oui. En terminant, donc, Catherine, on peut rementionner, en fait, il y a plusieurs références là, sur le sujet. On va évidemment les mettre sur notre site web, là, dans la section mentionnée à Folie Douce, là, quand on parle des émotions, donc vous allez avoir les liens, mais sinon... Oui, il y a des bonnes références sur le site de McGill, mais expliqué vraiment de manière grand public. Oui. J'ai mis le lien, donc le cerveau grand public, et puis aussi j'ai mis un lien, une vidéo sur Radio-Canada et un article. Oui. Donc vous avez le choix. Et sinon, cherchez carrément le nom du chercheur. Antonio Damasio. C'est ça. Et vous allez trouver Harvard, c'est quelqu'un qui a vendu énormément d'ouvrages sur le sujet. Merci beaucoup, Catherine, donc, pour cette chronique intéressante. Donc, place aux émotions. Merci, on a avancé. Donc, on poursuivra éventuellement. C'est un beau sujet. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Que vous soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie Douce. De retour au micro avec l'espresso allongé et ton sujet, Pierre, que tu as amorcé un petit peu plus tôt dans l'émission, Mission des prescriptions. Oui, d'après un article que j'ai pris sur Internet du même titre, Mission des prescriptions, prenons-nous trop de médicaments? Un article écrit par Mme Nathalie Kinard,
qui est auteur pour Québec Science sur le site contact.ulaval.ca. Oui, c'est une question qu'on se pose depuis plusieurs années, effectivement. Ouais. Est-ce qu'on en prend trop? On a l'impression que les gens en prennent trop, même les jeunes. Ouais. Alors, mais comme on voit dans cet article, oui, on en prend plus. C'est pas nécessairement mauvais dans un sens, mais pour d'autres raisons, oui, on en prend trop. Ouais. Comme par exemple, chez les plus jeunes, ce sont les psychostimulants qui ont la cote. Le nombre d'ordonnances pour ces médicaments utilisés pour traiter les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH, c'est rendu que tout le monde connaît. Maintenant très connu, oui. Ouais, a doublé chez les moins de 25 ans depuis 2005. Et pas nécessairement parce qu'il y a plus de cas de TDAH. Plusieurs consomment les psychostimulants pour augmenter leur performance scolaire ou sportive. Ils arrivent à s'en faire prescrire facilement en évoquant des problèmes de concentration, d'hyperactivité et d'impulsivité. Et si un médecin refuse de leur en prescrire, ils s'en procurent auprès d'amis qui, eux, en ont. Le phénomène est très mal documenté, mais il semblerait que de 5 à 35% des étudiants du collégial et de l'université utilisent les psychostimulants pour passer à travers leur cheminement scolaire. Plutôt inquiétant, ça. Si c'est la réalité, je trouve que c'est pas trop bon, à mon avis. Oui, c'est vrai que c'est inquiétant. Ouais. Madame Sandra Bélanger nous dit « Le phénomène n'est pas nouveau. Depuis toujours, jeunes, mais aussi moins jeunes recherchent des moyens pour réussir dans des milieux compétitifs et contingentés. Il y a eu des amphétamines entre 1920 et 1950, avec un retour au début des années 2000. La cocaïne dans les années 1990, puis toutes sortes de médicaments psychostimulants comme le Ritalin et l'Adderall plus récemment. Monsieur Claude Robillard nous dit « L'attrait pour ces molécules s'est particulièrement renforcé ces 15 dernières années, alors que la société est de plus en plus axée sur la performance. » Ce monsieur Claude Rouillard est chercheur à l'Université Laval en neurosciences. Les gens croient à tort que ces médicaments vont les aider à combattre la fatigue et leur donner plus d'énergie pour faire plusieurs choses en même temps. Il s'agit en fait d'une sensation fausse. Oui, ces molécules stimulent l'activité cérébrale lorsqu'on en a réellement un problème d'attention et qu'on prend les bonnes doses au bon moment de la journée. Si ce n'est pas le cas, on finit par souffrir de l'effet inverse, soit de fatigue et de manque d'énergie, et de toutes sortes d'effets secondaires comme des maux de tête et des maux de ventre. C'est pas trop drôle, ça. Mais ça m'inquiète, on disait tantôt, ça nous inquiète, mais je me demande si les professionnels de la santé posent assez de questions avant de prescrire facilement ce genre de médicaments-là aussi. Oui, on va voir plus loin dans l'article que Mme Kinard touche à ce point. Elle nous dit, à long terme, la consommation détournée de ces médicaments amène en effet le corps à en vouloir toujours plus pour ressentir l'effet stimulant. Ce phénomène appelé tolérance peut être relativement important pour ce type de médicaments en fonction de la fréquence et de la dose consommée. Le jeune peut aussi développer des problèmes de sommeil et de fatigue extrême s'il prend d'autres médicaments pour de réels problèmes de santé, comme de l'anxiété diagnostiquée. Les psychostimulants peuvent les aggraver. Et il y a la dépendance psychologique. Très vite, les jeunes associent leur performance à la substance. S'ils arrêtent de consommer, ils ont peur de mal réussir et ils deviennent anxieux. Le problème les suit sur le marché du travail. Ils vont prendre de petites doses de psychostimulants pour augmenter leur créativité ou leur énergie physique et intellectuelle sans paraître intoxiqués. Ces substances deviennent une béquille sans laquelle ils ne peuvent fonctionner. Les jeunes doivent savoir qu'il n'y a aucune preuve scientifique à l'effet que ces substances augmentent les performances scolaires ou professionnelles, mais ils ont l'impression que oui, c'est souvent un effet placebo. Et c'est peut-être des oui-dire ou des gens dire oui, prends ça, ça va t'aider, puis on écoute plus nos amis. On dit à la fin de l'article, on nous dit le gouvernement a commencé à prendre le taureau par les cornes en imposant des limites de remboursement pour certaines molécules comme les psychostimulants. M. Voyer nous dit qu'il faudrait aussi que la physiothérapie, la psychothérapie et le soutien social soient plus accessibles. Cela n'est pas le cas actuellement. Les Québécois se font plus facilement rembourser les médicaments que l'aide psychologique, par exemple. Madame Caroline Sirois nous dit « Il faut cesser de banaliser la surutilisation ou la mauvaise utilisation des médicaments.
Les médecins devraient toujours établir clairement dès le départ avec leurs patients la durée limite d'un traitement afin d'éviter les escalades. De plus, toute l'équipe médicale doit se concerter pour réviser régulièrement la liste de pilules d'un patient en pesant les pour et le contre. Elle ajoute en terminant que les pharmaciens ont un rôle important à jouer en conscientisant les patients au risque d'une mauvaise utilisation des médicaments et à l'importance de respecter les doses prescrites. Ouais. Qui est comme responsable? C'est ça qu'on a l'impression qu'il n'y a aucun responsable. Les gens en veulent pour améliorer leur performance. Les professionnels de la santé, ben ils veulent pas... ils pensent que c'est vrai ce qu'ils leur disent. Ça devient compliqué. Hein? On dirait que c'est un peu la faute à tout le monde. À tout le monde, c'est ça. Il n'y a personne. Alors, c'est un peu embêtant, mais c'est à suivre, ça, définitivement. C'est inquiétant quand même. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet. Mission des prescriptions à Folie Douce. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques secondes pour conclure ce rendez-vous. Alors, Pierre Laporte, merci beaucoup pour tes blocs espresso et allongés. Bienvenue, mon cher. Où tu nous as parlé de mission des prescriptions. Une grande question. Est-ce qu'on consomme trop comme société de médicaments? C'est une question effectivement très intéressante. Merci pour ça et merci pour ta mise en onde également. Bienvenue. Notre invité en début d'émission, Xavier Bonpin, directeur du Centre d'apprentissage parallèle, a parlé entre autres avec nous de l'événement Moi-même sans autoportrait. Merci, M. Bonpin, d'avoir été des nôtres à l'émission. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres en début de deuxième demi. Elle a fait place aux émotions, c'est le titre de sa chronique, donc place aux émotions. Merci beaucoup Catherine pour tout ça. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine de Folie Douce. Au revoir.